Qui a dit que les grands-mères ne pouvaient pas être des tueuses en série? Laissez-nous vous raconter l'histoire de Dorothea Puente, la propriétaire de ce que les Californiens appellent la maison de l'horreur dans ce premier volet de Crime au micro. Nous sommes en 1929, quand Dorothea Puente naît à Redland, en Californie. 6e enfant d'une fratrie de 7, ses 2 parents sont alcooliques, sa mère se prostitue et les 2 sont peu soucieux de leurs enfants. Dès 9 ans, Dorothea se retrouve seule et est placée en orphelinat après le décès de ses parents. Elle est vite adoptée par une famille auprès de laquelle elle passerait une enfance plus paisible. Dès 16 ans, Dorothea tombe amoureuse de Fred, 22 ans, avec qui elle fait 2 enfants qui seront placés en orphelinat à cause du manque de moyens pour s'en occuper. Ils se sépareront à 24 ans et suite à ça, la jeune fille va se prostituer à certaines occasions pour gagner un peu d'argent et va même passer quelques mois en prison pour fraude. En sortant, elle partagera sa vie avec Johnson, un nouvel homme, et ce pendant 14 ans. Ils se sépareront à cause des nombreuses phases violentes de Dorothea qui commencent peu à peu à sombrer. Au début des années 70, Dorothea ouvre sa pension à Sacramento, normalement prévue pour accueillir les gens dans le besoin, les handicapés ou encore les vieilles personnes. Plus crédule, la femme en profite pour leur détourner de l'argent, notamment celui qui vient des aides sociales. Elle ne reversera qu'une petite partie aux occupants. Cependant, certaines personnes remarquent vite la supercherie et commencent à réclamer leur dû. Malheureusement, elles disparaîtront petit à petit sans aucune explication. Dorothea est tout de même arrêtée après avoir été dénoncée par un de ses locataires pour ses escroqueries. Elle fera 5 ans de prison. À sa sortie, elle fait la connaissance de Ruth Monroe. Elles investissent toutes 2 dans un petit restaurant qui marche plutôt bien. Un jour, le mari de Ruth tombe gravement malade et la femme demande à Dorothea de l'héberger durant le séjour à l'hôpital de son mari afin de ne pas rester seule. Dorothea accepte et Ruth ne ressortira jamais vivante de cette maison. Empoisonnée durant 2 semaines consécutives, Ruth meurt et laisse tous les bénéfices du restaurant aux mains de Dorothea qui réussit parfaitement son coup. La vie reprend son cours pour elle, continuant ses petites escroqueries par-ci par-là. Elle se fait cependant prendre un beau jour et retourne en prison pour quelques mois. C'est cette incarcération qui va accentuer la folie de Dorothea. Durant son séjour en prison, Dorothea va échanger des lettres avec Everson, un vieil homme qui profite d'une belle retraite. Feintant un amour inconsidérable pour lui, Dorothea lui fait signer un papier à sa sortie de prison, indiquant qu'elle a accès à son compte courant. Peu de temps après, Everson meurt, mystérieusement, d'un coup de belle bien porté. Elle fait appel à un homme pour lui construire une boîte et l'aider à la jeter dans l'eau. Insouciant, l'homme, bien payé, s'exécute sans demander son reste. Évidemment, cette boîte contient le corps d'Everson. À 57 ans, Dorothea passe un accord avec une certaine Peggy, assistante sociale. Elle accepte de faire venir des personnes dans sa fameuse pension, souvenez-vous, afin qu'ils puissent bénéficier de son hospitalité. Ces personnes ne reverront jamais leur famille. Tuées après avoir été escroquées, bien que les familles demandent des explications, les excuses sont déjà bien préparées. Fugue, folie, changement d'établissement et bien d'autres. La méthode favorite de la tueuse est l'empoisonnement, un moyen facile sans trop se salir les mains et sans éveiller les soupçons. Elle enterrait les cadavres dans le jardin et afin de masquer l'odeur, elle faisait cimenter une partie de son jardin. L'homme à qui elle a fait appel disparaîtra mystérieusement quelques jours plus tard. Certains corps seront cachés en forêt ou en rivière, notamment dans celle où se trouvait le corps d'Everson. Tout cela prit fin le jour de la disparition de trop. Berthe, une énième personne envoyée dans la pension de Dorothea, se volatilise subitement. Une assistante sociale la dénonce et rapidement, des policiers viennent fouiller la maison et interroger les occupants. Tout le monde avouera qu'il ne se passe rien ici, sauf un qui fera discrètement comprendre aux policiers qu'il se trame vraiment quelque chose. Le 10 novembre 1988, les masques tombent. Une équipe de pelleteuses et de policiers se met à retourner les jardins avant de découvrir l'horreur. Une multitude de cadavres jonchent le sol. Se sachant condamnée, Dorothée s'enfuit avec l'argent pour échapper aux forces de l'ordre. Voulant recommencer une nouvelle vie, Dorothea arrive à Los Angeles et y rencontre Charles avec qui elle va retenter une escroquerie. Malgré une bonne poignée de policiers derrière elle, elle lui promet l'argent facile et lui demande de venir à l'hôtel avec elle. Dorothea s'absentera ensuite,
mais c'est cette petite poignée de temps qui lui valera sa liberté. Posé sur le lit, Charles défile les chaînes, jusqu'à tomber par hasard sur une retransmission de l'affaire. Charles appelle directement la police, qui arrête enfin la tueuse, mais qui n'est pas prête de passer aux aveux. Dans ce procès qui durera 1 an, Dorothea se proclamera innocente des crimes, mais avouera cependant quelques escroqueries. Elle avancera le fait que les pensionnaires sont subitement morts et, par peur d'être accusés, les a enterrés dans le jardin. 130 témoins ont été appelés à la barre, occupants, jardiniers, voisins, mettant tous en avant le même argument, l'odeur nauséabonde émanant de la pension et du jardin. La délibération est longue, car elle manque de réelles preuves juridiques. Pourtant, après 43 jours de discussion et de questionnement, les jurés déclarent Dorothea coupable, mais de seulement 3 meurtres. Ruth, Berthe et Everson. Et tout cela à cause de lettres et de papiers l'incriminant. À l'âge de 59 ans, elle est condamnée à la prison à vie. Certains points restent à éclaircir. Cependant, la vieille dame, bien qu'ayant empoisonné ses victimes, n'avait pas assez de force pour les déplacer et les enterrer à elle seule. L'option d'un probable complice est donc étudiée, mais ne sera pas plus poussée que ça. Dorothée mourra donc à 82 ans, et ce, en se proclamant encore et toujours innocente.